Derrière les coups d'État en Afrique, le cas de la Guinée équatoriale. Hasard ou préméditation, tous les dictateurs africains n'apparaissent comme tels que lorsqu'ils s'attaquent à des multinationales. Ali Bongo est devenu, le temps d'une élection, le pilleur intolérable de l'économie gabonaise. La technique a été utilisée contre Laurent Gbagbo, qu'on accusait d'employer les enfants dans les plantations de cacao, ou Obiang Nguema, dans la famille, et sans cœur en Guinée équatoriale. Le 3 août 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo renverse par coup d'État son oncle Francisco Macias Nguema. Il prend alors la tête d'un des pays les plus pauvres du monde. Éparpillé sur 2 îles et sur une partie continentale, ce petit pays, ancienne colonie espagnole, est à cette époque un coin du monde abandonné. Pour survivre, les Équatoguinéens sont obligés d'aller chercher pitance dans la sous-région équatoriale, qui au Gabon, qui d'autres au Cameroun, les 2 voisins avec lesquels ce pays partage une frontière terrestre, ou un peu plus loin, au Congo ou au Nigeria. Pour ne pas arranger les choses, le colon espagnol n'y a laissé pour seul héritage solide que la seule foi catholique. Aucune infrastructure sociale sérieuse n'existe ni à Malabo, la capitale insulaire, ni à Bata, la capitale continentale. L'infrastructure scolaire correspondant au niveau le plus élevé est un lycée situé à Malabo. Le nouvel homme fort du pays entreprend de faire des explorations. Le président Obiang se lance dans la prospection pétrolière dans les eaux territoriales guinéennes. Il confie par réflexe naturel de tout coloniser l'exploration à une société espagnole. Un permis d'exploration est concédé à cette dernière. À l'expiration de la concession, l'entreprise dit n'avoir rien découvert mais, paradoxalement, demande une prorogation de la concession, ce que le patient Obiang renouvelle. À la fin de cette seconde concession, toujours rien, et l'entreprise espagnole demande un autre renouvellement de son permis d'exploration, une 3e fois. Le président Obiang trouve les démarches de l'entreprise espagnole suspectes. Celle-ci ne peut pas investir à perte et vouloir continuer d'investir. Il la soupçonne de lui cacher des choses, surtout que, dans le même temps, le président Obiang est informé des manœuvres de déstabilisation de son régime que mènent secrètement les services espagnols pour le compte de son opposant Severo Moto Ensa, exilé en Espagne. Le président Obiang refuse de renouveler sa confiance au groupe espagnol. Il fait appel à un petit groupe américain qui va découvrir l'immensité des réserves pétrolières de 2 milliards de barils, ainsi que des volumes impressionnants de gaz que les Espagnols tentèrent de cacher à Obiang. Le premier baril du pétrole est exploité en 1993. Depuis lors, tous les grands groupes pétroliers américains se sont donné rendez-vous dans ce qui était jadis considéré comme un pays abandonné. Les USA y ouvrent même une ambassade. À quelques mètres du village Bioko naissent les premiers signes de la modernisation du petit maudit pays d'Afrique équatoriale. Le Punto Europa, village moderne construit et habité par les travailleurs occidentaux du pétrole, donne une allure de ville à Malabo. Mais les Espagnols, victimes de leur propre turpitude, ruminent leur colère et leur vengeance contre le président Obiang. Dès 1995, le président Obiang, que tous ignoraient, est devenu subitement un dictateur à abattre. Les médias européens et les fameux défenseurs des droits de l'homme surgissent comme des champignons après une première pluie. L'Espagne s'associe aux autres puissances européennes pour chasser le président Obiang du pouvoir. Des pieds nickelés montent une opération d'envergure en 2004. Une opération qui implique un certain Mark Thatcher, qui n'est autre que l'enfant de Margaret Thatcher, première femme Premier ministre d'Angleterre, qui a formé avec Reagan le duo de charme de l'ultralibéralisme des années 80. Le coup consiste à chasser Obiang, qui serait remplacé par son opposant historique, mis au frais en Espagne. Le coup échoue grâce au président Robert Mugabe du Zimbabwe, dont les services ont eu vent. En effet, l'avion qui transportait le gros lot des mercenaires recrutés par le barbouze sud-africain Man Simon décolle de Harare pour déverser sa cargaison de criminels internationaux à Malabo. Le président Mugabe informe son homologue équato-guinéen qui monte un comité d'accueil très musclé pour recevoir ces visiteurs indélicats. Ceux-ci seront cueillis à l'aéroport de Malabo, pendant que le bénéficiaire politique de cette opération, l'opposant équato-guinéen qui avait déjà décollé de ses bases espagnoles dans un jet privé affrété à cette occasion,
était encore dans les airs. Le coup foiré, l'entreprise médiatique de destruction de l'image d'Obiang prend de l'ampleur. Une lugubre association se crée pour porter plainte en France contre les Obiang pour bien mal acquis. L'infrastructure économique de la Guinée équatoriale s'est tellement métamorphosée au point de jalouser un certain Bongo père, puis fils. Les relations entre ces deux pays voisins, Gabon et Guinée équatoriale, vont vite se dégrader suite à un contentieux frontalier à forte odeur de pétrole, finalement remporté par la Guinée équatoriale. Les nombreux ennuis politico-judiciaires des Obiang en Europe montrent la ténacité de la rancune des anciens colonisateurs envers leurs anciennes colonies qui cherchent partenaires ailleurs. La découverte du pétrole en Guinée équatoriale ouvre les yeux des Gabonais sur l'immensité du tort qui leur a été causé par le cartel Bongo Elf. Obiang donne une véritable leçon de l'utilisation de l'argent du pétrole aux dirigeants gabonais. En moins de 10 ans, la Guinée équatoriale se métamorphose grâce à la manne pétrolière. Là où les dirigeants gabonais justifiaient l'absence d'infrastructures routières dans le pays par la densité de la forêt équatoriale, leurs voisins équato-guinéens, englobés par la même forêt équatoriale, par ailleurs confrontés à des défis géographiques plus élevés, parsèment leur pays d'infrastructures routières modernes. Les hôtels de luxe sortent de terre. Bata et Malabo font rêver les Librevillois. Koyala, la ville ultramoderne sortie de terre avec une université du futur en plein cœur de la forêt équatoriale, fait rougir de honte les dirigeants gabonais. Le nouveau chef de l'État, Bongo fils, entend changer le cours du destin de son pays confisqué par le fait de son propre père et de la France. Pour ce faire, il n'a d'autre choix que de s'attaquer à certains tabous. Le rappel à l'ordre sous forme de contrôles fiscaux que le gouvernement gabonais opère sur les entreprises pétrolières françaises n'est pas du goût de Paris. La tête de Bongo est mise à prix.